Bien, donc bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie 2 de blockchain. On va commencer une petite définition concernant c'est quoi le Bitcoin. Donc, comme vous savez tous, Bitcoin c'est une monnaie numérique avec la communication peer-to-peer distribuée. Donc, ils utilisent la norme de distribuer qui peut être transférée de manière instantanée et en toute sécurité. Bien sûr, si on parle de sécurité, on parle de cryptage et tout, entre deux personnes dans le monde. Donc, entre deux personnes dans le monde, ça veut dire que les deux personnes, chaque personne ماشي ضروري يكونوا في même ville ولا في même pays, donc n'importe où. L'objectif, c'est que les deux utilisent la même plateforme par exemple, de Bitcoin, par exemple. C'est comme de l'argent électronique que vous pouvez utiliser pour payer des amis, par exemple, ou des commerçants. C'est le même principe. On va voir comment. Passons maintenant vers la partie histoire, ou la partie comment les choses ont été commencées. Donc, l'Internet en général, comment il fonctionne? Il fonctionne normalement par copie. On l'appelle Internet par copie. Internet par copie, c'est l'Internet standard, la classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une fois n'importe quel client ou quel utilisateur de l'Internet veut, par exemple, veut voir, veut checker un email ou un site web d'un serveur, soit par exemple Google ou Facebook ou autre. Comment ça va marcher? Tout simplement, on envoie, le client envoie une requête. Cette requête-là passe vers le serveur. Le serveur, tout simplement, il essaye de prendre de toute façon une réponse. Et que la réponse, c'est comme s'il va faire une copie de la page du serveur, de la page de site web, par exemple, une seule copie, et il va l'envoyer directement vers le client. Donc, on n'envoie pas la source, mais on envoie seulement une copie de message, de l'information qui est à l'intérieur du serveur. Concernant si on parle du monnaie, si par exemple je veux avoir du monnaie du serveur, c'est impossible. L'idée, c'est-à-dire une fois maintenant je veux récupérer de l'argent, le serveur envoie seulement une copie de l'information. Du coup, l'idée ou l'internet du passé ou des années passées, on ne peut pas avoir la communication ou la transaction de l'argent par internet. Donc, j'ai essayé de vous donner, par exemple, le déroulement, le process de l'internet et l'évolution de l'internet. Normalement, il y a dans W3 consortium. Il y a c'est-à-dire un savant anglais, c'est lui qui a commencé normalement l'internet. Et par la suite, il y a en 1970, il y a la naissance de l'ARPANET en Amérique.
En général, au début, c'était seulement la communication entre le partage tout simplement des sites statiques et quelques informations statiques à l'aide du protocole, c'est-à-dire HTTP, le protocole HTTP avec l'aide de www qui était internationalisé par W3C, W3 Consortium. En 1973, il y a la naissance de FTP, le protocole FTP, c'est-à-dire que on peut envoyer une copie d'un fichier. Donc, il y a FTP qui s'appelle File Transfer Protocol. C'est là où avec ce protocole, on peut transférer des fichiers. Très bien. Donc, si le moment 1971, si je veux envoyer un fichier ou un document aux autres, ou ceux qui veulent télécharger, par exemple, des documents, il y a un serveur www et je peux créer un autre serveur qui porte le protocole FTP, où je peux le configurer ici. Et c'est là où je vais mettre mes documents, la documentation. Du coup, le client, une fois il veut télécharger quelque chose, il va checker FTP/www, là le nom du serveur, point, le nom de fichier, tout simplement, point .doc ou point n'importe. Et à ce moment-là, le navigateur va télécharger le fichier. Maintenant, je souligne copie et je souligne cette copie-là. Le management là, c'est que la naissance de la FTP, c'est de partager seulement la copie et le fichier original reste toujours au serveur. Donc les transactions de le monnaie, on ne peut pas le faire avec ce protocole-là. Donc ils ont attendu un peu longtemps. Donc la date, ils ont créé la norme de mail, donc le mailing. Du coup, ils ont créé ce qu'on appelle SMTP, le protocole SMTP, le protocole POP3 et le protocole IMAP. Ça, c'est pour l'envoi et send mail et la réception du message, des mails. Celui-là, c'est 25, le port 25, c'est 110, donc les deux ports importants. Et bien sûr, l'IMAP, c'est le même principe que POP3, sauf que si on veut voir les emails, on va checker via le site. Donc les messages restent toujours dans le serveur. Par contre, POP3, son objectif, c'est de télécharger. C'est-à-dire, on a par exemple un logiciel et je programme, je configure le SMTP et le POP3. Et à ce moment-là, une fois je clique sur envoyer, recevoir le message, directement, je vais recevoir une copie du message. Le message original reste toujours au serveur. Voilà. Donc là, c'est pas très important aussi. Après, il y a ce qu'on appelle le web, l'apparition du web. Tout le monde commence à utiliser le web. Du coup, on envoie seulement une fois je veux checker un site web, tout simplement, c'est comme si je vais recevoir la notion, comment ils ont conçu le protocole, la technologie web, c'est tout simplement le client va recevoir une copie du serveur, du page web, en tant que RAM et paquet.
Voilà. Donc, après l'apparition de peer-to-peer, et à ce moment-là, ils ont commencé à comprendre, à utiliser ce protocole peer-to-peer de faire une communication directe entre deux personnes ou entre deux sociétés ou n'importe pour communiquer. Je peux communiquer direct entre soit deux personnes, soit par exemple si je parle de la banque, même s'ils n'utilisent pas vraiment le peer-to-peer, je peux utiliser مثلا le siège مع الفiliale. Et à ce moment-là, je peux envoyer et recevoir des messages entre deux ordinateurs sans utiliser les autres l'Internet à 100%. Voilà, donc jusqu'à 2008, il y a ce qu'on appelle l'Internet de copie. Toujours, on utilise l'Internet de copie. Très bien. Mais après, ils ont essayé de définir ce qu'on appelle l'information à valeur. Donc, c'est-à-dire comment essayer de transférer ou de faire des transactions avec la valeur. Surtout, même les banques, ce sont eux qui ont commencé cette idée-là. Et par la suite, juste en 2008, le Bitcoin est apparu et ils ont commencé à utiliser l'information à la valeur. Très bien. Donc l'Internet actuel est construit autour normalement d'un échange de l'information. Il y a des serveurs en général, il y a énormément de clients autour. Et à ce moment-là, je peux faire des échanges entre clients et serveurs. Donc pour échanger les éléments de valeur, il faudrait un Internet de la valeur. Autrement dit, si la notion de la valeur, il y a, supposons que je veux faire une transaction entre deux personnes, une personne avec la banque. Il faut avoir un système en arrière-plan qui c'est-à-dire à l'aide de ce système-là, si je veux envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent, ce système-là sera capable d'envoyer la valeur à 100%. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux envoyer 200 dirhams, par exemple, 200 dirhams, le système doit tout d'abord je vais supprimer ou je vais extraire de 200 dirhams du compte du client 1 et je vais l'envoyer au client 2. Voilà. Donc, il y a l'idée. C'est-à-dire, c'est faire des transactions entre soit deux clients, soit entre clients et une banque. C'est ça l'idée de l'Internet de valeur. Et bien sûr, avec derrière lui, c'est tout un système de sécurité, de telle sorte, comme vous savez tous, pour la sécurité, il y a ce qu'on appelle la notion, ou la norme, la non-répudiation, c'est-à-dire que personne ne peut nier il ne peut pas nier que j'ai fait la transaction. Voilà. Donc, on pourrait transférer de la valeur comme on transfère de l'information. Donc, c'est que le système est éligible de transférer de la valeur. Et c'est le même principe que comment il utilise dès que le transfert d'informations. Donc, il y a l'idée. Donc, parmi les échanges de valeur qu'on sait, il y a ce qu'on appelle les intermédiaires, à savoir les notaires, les banques
peuvent utiliser l'échange de la valeur, carte bancaire, et en même temps, il y a ce qu'on appelle les services comme Uber et autres. Donc tout ça ont besoin de ce qu'on appelle l'échange de la valeur. Donc comme exemple ici, j'ai essayé de le trouver via l'internet. Donc pour transférer de l'argent, voilà un exemple. Alice vire par exemple, il va virer, là il va faire un virement de 50 € à Bob. La banque va faire la vérification. Et par la suite, la banque effectue l'opération. Donc ça, c'est premier élément. Deuxième étape, c'est troisième étape. Et par la suite, le compte de Bob sera crédité de 50 €. Ça, c'est quatrième étape. Et par la suite, Bob peut retirer 50 €. Tout ça, on l'appelle transaction. Ça, c'est la transaction. Deuxième point, une fois, par exemple, Alice va envoyer de l'argent vers Bob, ou à Bob, il y a un intermédiaire. Là, c'est la banque comme étant un intermédiaire et que celui, et c'est lui qui va faire la vérification si effectivement Alice a de l'argent dans le pocket money. Et par la suite, deuxième étape, c'est il va effectuer l'opération une fois la vérification est validée. Voilà. Et par la suite, il va éliminer 50 € de Alice, il va l'ajouter vers Bob. Voilà. Donc toujours, si je veux faire une communication entre client 1 et client 2, ou faire une transaction, normalement la transaction, voilà, ça c'est de manière directe, mais en général, si je parle des transactions bancaires, en général, toujours on passe par un tiers, qui est la banque, et ce tiers, c'est lui qui va faire la vérification et la validation, et puis la transaction de l'argent. C'est lui qui essaye de valider la transaction complète. Par contre, le blockchain, on n'a pas ce tierce. Donc, on doit avoir un système qui peut jouer le rôle de ce tierce-là, c'est-à-dire de vérifier, de faire une vérification complète de pocket money de client 1, et c'est-à-dire que le client 1, la transaction qui va la faire est correcte. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est très important. Et du coup, on doit penser à une chose. Qui va faire c'est-à-dire la vérification? La vérification dans notre blockchain. Puisque notre tierce, autrement dit la banque, ne sera pas l'intermédiaire. Ne sera pas comme tierce. Donc, qui va vérifier que le client 1 vraiment a de l'argent et il n'y a pas de falsification de l'argent ou autre chose. D'une part. D'autre part, deuxième point très important, c'est que parmi les points forts de la banque, c'est que une fois je vais faire une transaction, il y a ce qu'on appelle l'enregistrement de la transaction. Donc, la banque s'en charge d'enregistrer. Elle va enregistrer, ou archiver, on peut dire archiver aussi, mais archiver, c'est
c'est de manière à la fin. Donc, il va enregistrer la transaction. Il va mettre le client émetteur et le client récepteur, plus la date et le time de transaction, et ainsi de suite. Et bien sûr, qui est débiteur, qui est créditeur, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des informations très importantes. Une fois je veux revenir en arrière pour checker c'est-à-dire mes transactions, en cas de perte ou en cas de besoin, si une personne veut voir c'est-à-dire l'archive, ou là les transactions qui ont déroulé ou là, qui ont été déroulées avec le mois, مثلا. À ce moment-là, il passe directement vers la banque pour voir une liste, ou la liste ديال l'archivage ou ديال ديك اللوغين, les transactions et les choses qui ont été déjà effectuées في الكونت ديالو. Tout ça, c'est très important. Et pour effectuer une transaction dans un blockchain, on doit penser à ça. On doit penser où est-ce qu'on aura besoin de faire un enregistrement les informations, les transactions, n'importe quelle opération déroulée entre les clients ou les utilisateurs, d'une part. D'autre part, qui va vérifier la transaction elle-même. Est-ce qu'il est correct ou pas? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que, par exemple, comme je vous ai dit l'autre fois, est-ce que le client 1 va, par exemple, faire la transaction et par la suite, et au milieu, il va dire « Ah, j'annule » ou un problème d'Internet, par exemple, il y a une coupure quelque part, parce que, troisième point très important les opérations bancaires, c'est que ils assurent que pour effectuer l'opération à 100%, il faut que la transaction s'effectue de manière correcte et complète. La totalité des opérations, une fois je veux faire le virement, la vérification et tout, doit être fait de manière correcte jusqu'à la fin. Il va valider la norme commit. D'accord? Le commitment pour valider la totalité. Par contre, si par hasard, au début, le client 1 va faire la transaction, la première étape, c'est la banque va tirer, elle va prendre des 50 €, va ياخدوها من le compte de client 1. Et à ce moment-là, la première étape, le client 1, il va trouver son compte moins 50. D'accord? Et par la suite, il va faire l'addition pour le client 2. Pour le 2, va faire l'addition. Et par hasard, dans ce sens, le point a des problèmes sur l'Internet, blocage ou rupture d'Internet ou n'importe. À ce moment-là, est-ce que le système de la banque va compléter l'opération ou il va retirer 50 € de client 1, il va arrêter ou quoi d'autre? Non. Normalement, il y avait des bugs au début. Des fois, on trouve que, par exemple, le client 1, il vient de retirer, par exemple, 50 €, mais le deuxième client n'a pas reçu 50 € à cause du problème de l'Internet ou le problème interne. Donc, par la suite, après les modifications depuis, je pense, 2002 ou les années 2000, normalement, ils ont
ils ont fait la mise à jour le système de telle sorte que on peut pas valider la suppression يعني de retirer de l'argent de clients c'est qu'on la transaction effectuée de manière correcte à 100%. Voilà. Du coup, une fois qu'il y a un problème de rupture au milieu, normalement l'argent reste toujours en attente. Dès que le compte noir, mais c'est noir plutôt, en blocage, on appelle en blocage. Il est en blocage, mais il n'a pas été retiré. Et à ce moment-là, une fois le système revient, le système va revérifier le blocage minimum. Donc, il n'y a qu'un problème, la transaction n'a pas été faite à 100%, donc 50 euros va revenir au client 1 ou ما كيوقع والو. Donc, هذا هو le système. Donc, هادشي كله on doit y penser pour le blockchain. Très bien. Donc, bien sûr, comme vous savez tous, le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, c'est anonymat, en 2008. Mais ça ne veut pas dire que en 2008, c'est la naissance de blockchain. Mais avant, il y avait d'autres personnes, d'autres savants qui ont déjà essayé de commencer les transactions monétaires, ou là quelques essais, comme par exemple David Chaum en 1990, il a créé ce qu'on appelle DigiCash. DigiCash, c'est tout simplement pour faire des transactions digitales. Et après, en 1997, il y avait ce qu'on appelle Adam Black. Adam Black, il est très important, c'est celui-là. Donc, il a essayé de créer ce qu'on appelle smart contracts and Bitgold. Donc, c'est là où il y avait l'idée de ce qu'on appelle Bitcoin, utilisant les smart contracts et les bits, utilisant comme Bitcoin. Voilà. Et par la suite, en 2015, il y avait, je pense, c'est Vitalik Buterin. Je pense qu'il avait 16 ans, si je me rappelle bien. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle Ethereum, qui a connu un succès, et ainsi de suite. Donc, il y en a ici énormément de blocs, c'est-à-dire de Bitcoin, c'est pas de Bitcoin, mais de blockchain créés jusqu'à, par exemple, jusqu'à 2019, mais bien sûr, il y en a énorme. Ce qu'on appelle Libra par Facebook. Donc Facebook, elle aussi, il a créé son propre monnaie Libra comme essai depuis 2019. Très bien. Donc, le premier point qu'on doit comprendre, c'est comment gérer la confiance. Parce que si on veut que le crypto-monnaie ou la crypto-monnaie pour que le crypto-monnaie réussisse, on doit gérer la confiance entre le système, entre les clients et entre l'écosystème de blockchain, à savoir en l'occurrence c'est-à-dire Bitcoin ou Ethereum ou autre. Normalement, on doit transmettre la confiance, qui a été un problème connu et recherché en informatique depuis le début 1990. Depuis 1990, David Chaum, c'est le premier qui a pensé à ça. C'est-à-dire comment avoir des monnaies
avec la confiance. C'est pour ça c'est lui qui a commencé d'utiliser le cryptage en général. Les cypherpunks ont démocratisé l'usage de cryptographie entre les années 90 et 2000. Donc, il y a ce qu'on appelle un groupe des utilisateurs, c'est des utilisateurs, mais on peut dire des savants, sont eux qui ont été regroupés par ce nom, le cypherpunks. Donc, les obstacles techniques à la transmission de la confiance est partiellement résolu grâce à la cryptographie. Donc, une fois ils ont commencé à penser à crypter les transactions, à ce moment-là, ils ont réussi à faire des transactions. Mais la norme de cryptographie, comment l'utiliser? C'est-à-dire le Bitcoin, Satoshi Nakamoto, comment ils ont pensé et même bien sûr David et Adam Black, comment ils ont pensé à utiliser le cryptage dans la norme de cryptographie, de crypto-monnaie. Comme vous savez tous, pour le cryptage, il y a énormément de cryptage. On peut dire cryptage à clé publique et à clé privée, symétrique, asymétrique, il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, c'est un point à réfléchir. Donc, l'émergence de crypto-monnaies c'est en partie lié avec le mouvement pour le logiciel libre. Donc, avec le logiciel libre, il a pris le mouvement, le boost. Ils ont boosté la réflexion et l'utilisation du logiciel libre pour les crypto-monnaies. Donc, initié dans les années 80 par Richard Stallman, autour de la fondation de logiciel libre Free Software Foundation. Comme vous savez tous, une fois qu'on a droit à la Free Software Foundation, on parle de GNU, Linux ou Unix, ainsi qu'avec la communauté Cypherpunk. Donc la Cypherpunk, on va la voir par la suite. Donc c'est une communauté qui joue un rôle essentiel dans l'écosystème des crypto-monnaies depuis une trentaine d'années. Donc il y a une réflexion pour crypto-monnaie à l'aide de Cypherpunk. Très bien. Donc, les cypherpunks forment un groupe informel de personnes intéressées par la cryptographie. Donc, ceux qui sont intéressés aux crypto-monnaies ont été regroupés autour de ce qu'on appelle la norme, plutôt c'est pas la norme, mais comme groupement cypherpunks. Leur objectif est d'assurer le respect de la vie privée. Elle est très très importante. Alors voilà, on doit respecter la vie privée, c'est-à-dire ceux qui veulent travailler la transaction, ceux qui veulent utiliser le crypto, ils doivent les utiliser sans qu'on intervienne, sans qu'on sache qu'est-ce qu'ils font. C'est pour ça ils ont souligné la vie privée, il faut la respecter. Donc le terme cypherpunk a été inventé par Reed Mellon à Berkeley en 1992, se voulant un jeu de mots pour décrire des cypherpunks qui viennent au cours de la cryptographie. Donc tout simplement, un cypherpunk, c'est, on peut dire, le groupe mondial pour utiliser la cryptographie. Donc là, la communauté cypherpunk est désireuse d'utiliser les technologies de chiffrement pour créer une monnaie électrique et garantir des transactions anonymes.
très important. Donc, il y a le monnaie électrique avec l'Internet de valeur et garantir la transaction anonyme. Yani personne ne va savoir le problème. C'est pas un problème, mais il y en a des gens qui n'aiment pas les banques à cause de la banque sache combien j'ai, les transactions que je fais, et ainsi de suite. Si j'ai des millions et des millions d'argent ou d'euros, comment il faut justifier, il faut se justifier et tout. Donc, il y a les personnes qui ne veulent pas ça, ils essayent d'utiliser le crypto-monnaie grâce à la transaction plutôt grâce à l'anonymat et grâce à la vie privée qui a été respectée dans ce crypto-monnaie. Donc, contournant ainsi les autorités publiques et les États au premier chef, mais aussi les banques centrales. Donc, c'est-à-dire que une fois je fais une transaction avec crypto-monnaie, personne ne peut me tracer, ni les autorités publiques, ni l'État, ni les banques centrales. Du coup, il y a un problème, c'est que les transactions effectuées par la crypto-monnaie, il y a un problème si on parle du côté État ou côté banque, il y a de l'argent fou, voilà, de TVA qui n'ont pas, qu'on ne bénéficie pas. Voilà, les personnes qui font les transactions utilisant les crypto-monnaies, ils ne vont pas payer des agios pour les banques, ni avec l'État. Voilà, donc c'est un argent perdu pour les banques et pour l'État. Voilà. Donc parmi les principes, parmi les acteurs de la communauté cypherpunk, donc vous essayez de me dire si vous connaissez quelqu'un. Donc il y a Julien Assange, c'est le fondateur de Wikileaks. Je pense que vous le connaissez tous. Il y a Tim Simey, c'est l'ingénieur chez Intel. John Gilmore, c'est le fondateur de l'Electronic Frontier Foundation. Phil Zimmermann, c'est très connu. C'est lui qui a créé le chiffrement PGP, Pretty Good. C'est ça. C'est à la fois de PGP. Vous avez déjà travaillé avec PGP, je pense. Il y a Hal Finney, il y a Wei Dai, donc le créateur de B-Money. C'est le premier destinataire d'une transaction en Bitcoin. Il y a Nick Szabo, c'est le créateur de BitGold. اللي هضرنا عليه هنايا في هذا هو هذا. Donc le BitGold qui a été créé en 1997. David Chaum, c'est le créateur de DigiCash. Donc sur l'internet vous pouvez taper DigiCash, il comme directement le site de David Chaum. Et aussi Adam Back, c'est le créateur de Hashcash. Utilisons le hashage. Bien sûr, le hashage c'est très connu. Voilà. Donc ici, je vous ai donné plus en détail quelques informations concernant l'équipe de Cypherpunks. Donc, je pense John Callis, c'est lui qui a utilisé, c'est le responsable technique de OpenPGP
on l'utilise souvent. Il y a Philippe Zimmermann, c'est PGP. Hashcash et Blockstream, c'est Adam Back. Les premiers qui ont commencé de penser et de faire des tests et des premiers essais des crypto-monnaies. Les signatures cryptographiques ont été commencées par Lucky Green. Quoi d'autre? Voilà, donc les points essentiels. Voilà Philippe Zimmermann. Voilà. Le premier site, le site officiel d'Helloworld. Donc je vous ai déjà donné le chemin. Donc normalement, il y a la version PGP 1.0 qui a été lancée en 1991. C'est une version diffusée sur le territoire nord-américain. Lorsqu'on dit nord-américain ou américain, ça veut dire c'est pas open source. Donc la version 2 de PGP est publiée en 1992 en dehors des États-Unis. Et à ce moment-là, je pense que je ne sais pas si c'est pour public. Je pense que depuis la version 2, si je me trompe pas. L'idée de PGP, d'après lui, il dit que PGP donne aux gens le pouvoir de prendre en main leur intimité, c'est-à-dire une fois on chiffre nos données avec PGP, c'est-à-dire on peut envoyer ce qu'on veut et personne ne peut voir nos informations. Donc du coup, il y a une intimité derrière. Il y a un besoin social croissant pour cela. C'est pourquoi je l'ai créé, d'après Zimmermann. Voilà. Si vous avez des questions ou des échanges d'informations, n'hésitez pas de m'interrompre. Donc là, le fonctionnement de PGP, je pense que je ne vais pas trop détailler. Je pense que vous avez déjà vu ça, si je ne me trompe pas. Normalement, le PGP, c'est-à-dire avec PGP, c'est possible de vérifier un message provient, si un message provient bien de l'origine. D'accord, via des signatures cryptographiques. Donc, il y a des signatures derrière cryptographiques. En utilisant les chiffrements asymétriques. D'ailleurs, Bitcoin utilise aussi chiffrement asymétrique, utilisant clés publiques et privées. Donc, par la suite, vous pouvez lire ça et on peut discuter si vous voulez quelque chose qui est ambigu. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, PGP offre des services d'authentification, confidentialité et compression et aussi de segmentation. Donc, il y a une segmentation aussi dans nos messages. OK. Donc, les premières tentatives de la création de monnaie numérique, donc les premiers qui ont commencé, et bien sûr, ça c'est David Chong en général, si je ne me trompe pas. Je pense, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, le monnaie électronique fondée sur le chiffrement, il a été commencé à partir de 1980, où il y a l'idée de ce groupe-là. Donc, d'après un article qu'il a écrit David Chomeol, avec ses équipes, avec son équipe, ils ont nommé, ou là, ils ont mis le concept, ou ils ont discuté le concept de cash numérique anonyme. Donc, il y a l'idée de l'oula qui a été commencée en 1985
Du coup, le Bitcoin, bien sûr, il a pris la norme, la notion de cash numérique, et en même temps, ils ont tiré profit de l'anonymat. Très bien. Le site officiel et le fondateur, David Chaum, il a le site crypto blockchain de David Chaum. Très bien. Donc, là, je vous ai donné aussi quelques informations concernant les tentatives, les premières tentatives de création de monnaie numérique. Voilà, هنا البيبر اسمه blind signatures, هنا anonymous ou pseudo anonymous. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça. Donc il y a aussi David Chaum, bien sûr, il a par la suite, il a essayé de créer l'e-cash, ou l'électronic cash, DigiCash aussi. ويدي هو هذا en 1998, il a essayé d'utiliser le B-Money. Voilà. Et avec Nick Szabo, lui qui a commencé c'est-à-dire la création de l'annotation de Bitgold. Voilà, donc il y a comme quelques informations sur les idées DigiCash, B-Money, Bitgold. Voilà, donc Adam Back, en 1997, il a inventé, Adam Back a inventé Hashcash. Voilà. Donc, son idée, c'est de valider les transactions en utilisant les fonctions de hachage cryptographique. Il les a appelées ce qu'on appelle preuve de travail. La preuve de travail, là, on l'appelle en anglais proof of work. Proof of work. Voilà. Là, Nakamoto a tiré profit aussi de ce terme de preuve de travail, le proof of work, pour créer, pour faire l'écosystème de le minage. Mining, on l'appelle mining, ou le minage en français, utilisant ce qu'on appelle proof of work. C'est-à-dire comment valider les transactions. Donc, ceux qui vont valider la transaction, on les appelle, là, ils utilisent proof of work. Voilà. Donc, il y a des termes sont très importants qui ont été déjà utilisés, créés par Adam Back, c'est-à-dire David Chaum, Nick Szabo et tout. Donc, c'est pas le 2008, le Bitcoin, c'était pas l'étape 1, mais il y avait des étapes secondaires avant. Voilà, donc comment faire confiance à un groupe d'individus qu'on ne connaît pas, Donc, comment formaliser la confiance? Comment formaliser la confiance? Comment avoir de la confiance? Donc, d'après Satoshi Nakamoto, qui a publié un papier Bitcoin en 2008, il l'a appelé Peer-to-Peer Electronic Cash System, qui a présenté une solution
à ce problème de confiance. Donc, vous pouvez cliquer sur, c'est-à-dire, vous tapez bitcoin.org, votre Bitcoin, c'est en anglais et en français, et vous trouverez normalement comment il a conçu le Bitcoin et comment les transactions se font avec le proof of work et tout. Donc la publication fait suite à la crise financière de la même époque, donc c'est ma Fintlat, tout simplement parce qu'en 2008 il y avait la crise en Amérique. Du coup, beaucoup de monde ont essayé de trouver l'alternative des banques. C'est pour ça qu'ils ont opté les bitcoins. Donc le bitcoin repose sur une blockchain. On peut dire que c'est un livre de compte distribué sur un ensemble de participants. Donc le livre, il a été distribué entre les participants et toute transaction entre deux parties est présente dans le livre de compte. Donc faites le livre de compte. On va trouver, comme je vous ai dit l'autre fois, des blockchains, des chaînes de blocs qui sont enchaînées et en même temps on va trouver des informations des transactions et autres, d'accord, et il est normalement distribué dans différents participants. Du coup, on ne peut pas le supprimer. Les transactions écrites dans le livre du compte est immuable, non modifiable, obligatoire, et on ne peut pas modifier puisque la transaction est validée. Une fois on valide, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. Et inaltérable. Inaltérable, c'est-à-dire on ne peut pas altérer ou on ne peut pas supprimer la transaction, ni modifier la transaction, ni on ne peut pas trouver, comme vous connaissez tous la sécurité ou the man in the middle. On ne peut pas avoir un man in the middle qui peut falsifier ou changer entrer entre les deux ordinateurs pour avoir de l'information et envoyer de l'information falsifiée. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que la validation entre deux personnes, le premier, comme je vous ai dit, et le deuxième, je veux faire la transaction, il ne sera pas fait de manière directe, mais je vais lancer la transaction. Les autres, les tiers, les participants, les autres personnes doivent valider ma transaction avec ce qu'on appelle proof of works. Et par la suite, le mining, plutôt c'est pas le mining, mais c'est la validation de la transaction. Et en même temps, si c'est OK, les informations vont être enregistrées dans le livre de compte, dans les différents utilisateurs. Donc, du coup, le man in the middle qui est ici, il ne peut pas faire quelque chose puisqu'il y a d'autres personnes qui font la validation. Tout ça permet d'avoir confiance à un réseau de problèmes avec la résolution de problèmes des généraux byzantins. Les généraux byzantins, en fait, c'est une information que je vais vous dire par la suite. C'est-à-dire, avant de réaliser ce concept-là, ils ont pensé à
à résoudre ce qu'on appelle problème des généraux byzantins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le problème des généraux byzantins? Normalement, voilà le concept, le problème, l'énoncé dialogue. Ils disent qu'une ville, par exemple, d'ennemis, est assiégée par deux armées. Pour que l'attaque réussisse, il est nécessaire que les deux armées attaquent en même temps. D'accord? Il y a un groupe, il y a une équipe ici d'armée et une autre équipe d'armée, équipe 1 et équipe 2, pour avoir l'attaque équitable. Il faut que l'attaque doit être en même temps. Donc la seule manière de transmettre un message est d'envoyer un messager. D'accord? Donc pendant les guerres, comme vous savez tous, ضروري, il faut envoyer des messagers. Un messager, c'est lui qui va lancer, qui dit voilà, واش بغيتوا الحرب ولا لا, et ainsi de suite. Donc le messager peut être capturé par les espions de la ville. Il y a des espions qui نقولوا في الانترنت او في la sécurité, the man in the middle. D'accord? The man in the middle, هما هاد les espions de la ville. Donc le messager peut être capturé et remplacé par un faux messager qui va donner la mauvaise heure de l'attaque. C'est-à-dire les personnes peuvent capturer le messager et envoyer leur propre messager erroné. Ils vont donner des messages erronés. D'accord. Normalement, en général, c'est la notion de man in the middle. Donc, comment avoir confiance à un message sans avoir confiance dans le messager? Donc, il y a deux challenges. C'est la confiance du message qui sera envoyé entre deux personnes et le tierce. Il y a un tierce. Comment faire confiance à ce tierce-là? L'internet, comme je vous ai montré l'autre fois, si je veux entrer dans un site, au lieu de travailler avec HTTPS, HTTPS, on parle de SSL, et ce SSL, on doit avoir un tierce qui valide ce HTTPS, ce site-là. Donc, ce tierce, normalement, qui est un tierce de confiance. Mais, dans notre cas, le Bitcoin, on a fait la crypto-monnaie, ni l'Internet, ni le message, ni le tierce sont des éléments de confiance. Donc, comment avoir un système qui rend les 3 points, on peut faire confiance à ces 3 points et accepter la transaction. Donc, c'est un challenge qui a été réussi depuis 2008 par Nakamoto. Donc toujours, on parle de comment gérer la confiance. Donc il y a le point aussi d'intégrité. C'est-à-dire que chaque utilisateur possède une clé pour signer ces messages et en assurer l'intégrité. Donc la clé. Donc n'importe quelle personne في Bitcoin, il doit avoir une clé privée et une clé publique. Privée, elle est cachée, c'est-à-dire personne ne doit voir sa clé privée, et seule la clé publique qui peut être envoyée.
Aussi, pour le problème de confiance, un algorithme de consensus s'assure que les décisions sont prises par les entités de confiance. ضروري, on doit avoir une entité de confiance. Et on a la notion de centralisation. Bien sûr, le Bitcoin, il n'y a pas de centralisation, il y a décentralisation, on a une distribution du système. Donc les participants sont distribués et la suppression d'une partie des participants n'empêche pas la blockchain de continuer à fonctionner. Elle est très très importante. C'est que l'idée, c'est que si on a un système centré autour d'un serveur, si le serveur tombe en panne, le système aussi tombe en panne. Alors qu'ils ont opté par un système distribué, c'est-à-dire il y a énormément de gaineux. Chaque personne qui s'intègre au système, son ordinateur, c'est pas son ordinateur, mais son système peut jouer le rôle d'elle. Il peut enregistrer les informations et du coup, les informations ont été distribuées autour dans le monde. On peut trouver des gens au Canada, en Allemagne, il y en a d'autres. D'accord. Très bien. Donc, les principes de cryptographie. Donc, je vous ai essayé de vous donner quelques informations, bien sûr, vous savez tous ça, mais c'est bien de prendre note de ça. Normalement, le chiffrement va rendre le message incompréhensible sans une clé. Donc, normalement, ça c'est ce qu'on appelle the man in the middle. Une fois je veux envoyer de l'information entre Yves et Pierre, si c'est clair, la personne, ou tout le monde peut voir l'information. D'accord. Bien sûr, vous savez tous que si on veut faire l'exercice, c'est dans un réseau interne, je peux travailler avec ce qu'on appelle Wireshark. Wireshark, c'est un logiciel qui peut capturer les trames circulées dans le réseau. Et je peux les lire. Mais si sont cryptés, on ne peut pas voir les informations. Très bien. Donc la clé ou convention de chiffrement, c'est l'élément qui rend le message incompréhensible d'après Auguste Kirchhoff. C'est le premier qui a défini en 1883 l'information de cryptographie militaire. Il a défini la cryptographie militaire des pays. Normalement, je pense l'allemand. Voilà, donc maintenant, je vous ai montré ce qu'on appelle le chiffrement asymétrique, c'est-à-dire à clé publique. Donc, si je veux, par exemple, envoyer des messages entre Alice et Bob, donc Alice veut envoyer un message chiffré à Bob, mais Bob est loin. Et ils n'ont pas convenu d'une clé au préalable. Donc, ما عندوش واحد clé. إلا هضرنا على la norme symétrique. La norme symétrique, c'est que on utilise seulement une seule clé privée. C'est-à-dire que les deux personnes doivent avoir la clé privée, la même clé privée pour chiffrer et déchiffrer. Ça, c'est pas important pour les messages qui vont être envoyés et distribués par Internet.
Donc, c'est mieux d'utiliser la symétrie. Donc, Bob veut pouvoir déchiffrer le message que Alice lui a été envoyé, mais il n'a pas la clé de chiffrement du message. D'accord? Donc, c'est pour ça il doit lui envoyer ce qu'on appelle la clé publique. Voilà, donc en général, le chiffrement à clé publique, on a 3 règles pour assurer ce chiffrement-là. Tout ce qui est chiffré avec une clé ne peut pas être déchiffré qu'avec l'autre clé de la paire. Si je chiffre avec la clé publique, seule la clé privée qui peut déchiffrer le message ou l'inverse. La clé publique est connue de tout le monde. Je peux mettre la clé publique par Internet et ceux qui veulent m'envoyer un message peuvent utiliser la clé publique pour me chiffrer l'information. Et seule, dès que la personne qui va chiffrer l'information ne peut pas revenir en arrière, il ne peut pas déchiffrer avec la clé publique. Voilà. Donc, parmi les fameux, la fameuse chiffrement, c'est RSA, ou la RSA ou la RSA. C'est l'abréviation de Ron Rivest, Adi Shamir et Adleman Kursey. Donc, les 3 savants, les 3 mathématiciens qui ont inventé, ou qui ont créé, sont eux qui ont créé le RSA. Je pense que vous avez déjà vu ça, je pense. Donc, ce n'est qu'une relation entre la clé privée et la clé publique, est construite à partir de plusieurs problèmes mathématiques. Donc, ils ont essayé de réaliser la fonction mathématique y est égale à pq, utilisant les nombres premiers, normalement. Il y a aussi ce qu'on appelle les nombres premiers et courbes elliptiques. Donc, la relation entre la clé privée et la clé publique est construite à partir de plusieurs problèmes mathématiques. C'est une difficulté de retrouver un point sur un logarithme discret en utilisant la fonction mathématique y est égale à p fois modulo q. Donc, ça c'est défi Hellman. Donc, même problème pour le logarithme discret, mais la courbe elliptique, qui est le deuxième relation mathématique, on l'appelle y au carré, ou la y2 est égal à y cube plus ax plus b. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe elliptique. Vous pouvez chercher la courbe elliptique et vous trouverez ce que ça veut dire. Bon, voilà la référence. Donc, les fonctions qui utilisent la courbe elliptique, il y a ECDCA et ECDH. D'accord. Bien sûr, Diffie-Hellman utilise ce qu'on appelle les nombres premiers. Très bien. Donc, si Alice chiffre son message avec la clé privée, tout le monde peut déchiffrer le message avec la clé publique. Mais on est sûr qu'il a bien été émis par Alice et qu'il n'a pas été altéré. Donc, la ligne ou l'information, en général, on n'y pense jamais à ça. Toujours au niveau du cryptage, on s'intéresse à comment décrypter l'information ou déchiffrer le message. Mais on ne pense pas, en général,
en tant qu'informaticien de, يعني, des informaticiens en sécurité, on doit, avant de décrypter le message, on doit nous assurer que le message a été bien reçu de notre client ou pas. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle l'authenticité et l'intégrité. On doit s'assurer que le message il est authentique au début. Après, on va penser à son intégrité, de le déchiffrer et voir s'il est complet ou pas. D'accord? C'est-à-dire l'idée. Donc le chiffrement asymétrique permet donc plus que le chiffrement symétrique, puisqu'on peut s'assurer de l'intégrité et l'authenticité d'un message. Pourquoi? Parce que pour vérifier l'authenticité symétrique, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que une seule clé qui va faire la totalité. Mais on a deux clés différentes. C'est que seule la personne qui a la clé privée, ou la clé, c'est le seul qui peut nous chiffrer le message. Du coup, les autres personnes sont sûres que ce message-là est évidemment la source elle est valide. Parce que s'ils vont déchiffrer avec la clé publique, s'il est déchiffré, ça veut dire que le message envoyé via l'Internet n'a pas été falsifié sur l'Internet. Pourquoi? Parce que la clé publique ne peut déchiffrer ce message que le message qui a été crypté par la clé privée de la personne en question. يعني واخا يكون مثلا كما شفنا في le problème byzantin, normalement le message qui va être envoyé et il est crypté normalement crypté, il y a une possibilité que the man in the middle peut le falsifier et envoyer lui-même un autre message. Et du coup, celui qui va recevoir le message, dès que la clé publique, il ne va pas décrypter ce message-là. Et du coup, il va comprendre que ce message a été bien falsifié au moment de transfert de l'Internet. Et du coup, cette personne-là va appeler l'autre personne pour qu'il leur envoie le message. Voilà. Là, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Donc, on peut donc signer un message. Donc, une signature, c'est-à-dire prouver qu'on en est bien l'émetteur. La signature elle est très importante aussi. La signature, on peut discuter les emails. Les emails, d'abord, la signature en bas, il est clair, mais il y a des signatures cryptées et en même temps tatouées. On l'appelle watermarking, c'est-à-dire que la signature il est intégré dans le message. Voilà. Des questions? Donc, une fonction de condensant est une fonction mathématique qui peut avoir, qui permet d'avoir l'empreinte numérique d'un message. C'est condensat ou le hachage. Il ne nécessite pas de clé, il donne un résultat de taille fixe. Habituellement entre 126, 128 bits ou 512 et autres.
على حسب le hachage. Donc les exemples ou les fameux exemples كاين MD4 MD5 اللي كنستخدموه بزاف SHA-1 SHA-2 SHA-3 كاين RipMed Whirlpool et autres. Donc bien sûr normalement Bitcoin, on va voir par la suite que le cryptage à l'intérieur de chiffrement de la crypto-monnaie, on utilise les deux. Le hachage et en même temps les messages à clé, ou le chiffrement à clé publique. Donc les deux en même temps. La propriété de condensat, comme vous savez tous, il est résistant à la faiblesse de collision. Donc on ne peut pas trouver un autre message qui donne le même condensat. Bien sûr, le condensat, on l'utilise aussi login password. Donc toujours on essaie de crypter le mot de passe pour qu'il dans la base de données. Ou le cryptage, normalement, c'est on met le hachage en général. On hache le mot de passe et on le met ici dans la base de données. Et pour que la même personne veut entrer dans le site en deuxième fois, il va mettre le login et le mot de passe. Et ce mot de passe va être crypté, va être haché en deuxième fois. Et il va passer pour la vérification de ce hachage-là avec l'hachage qui a été enregistré dans la zone ou dans la case, il y a le mot de passe sur la base de données. Donc, il va faire la vérification. Si il est mismatch, ou il y a la non-correspondance, à ce moment-là, il va dire vous n'avez pas fait le bon mot de passe. Voilà. Il est résistant aux collisions. Donc, il y a qui m'a dit comme on ne peut pas trouver un même message qui donne le même condensat. مثلا, si je mets salut et je le hache, et salut avec S majuscule, et je le hache, ils vont donner deux hachages différentes. Voilà. Il y en a énormément de sites qui font le hachage. Je peux vous montrer Bcrypt en général. Bcrypt. Quel H et tout. Voilà. Donc, si je veux maintenant salut comme ça, encrypt, il va me donner c'est-à-dire string ديال الhachage هادشي وهذا هو اللي غنبقاو نستعملوه dans notre base de données. D'accord. Si je mets S majuscule, normalement, ça doit changer. D'accord, il a été changé. Voilà. Donc, parmi les propriétés de condensat, donc d'un point de vue fonctionnel, la fonction de condensat me permet d'avoir un message court. وإلا لاحظتوا هنايا quel que soit le message, une fois je vais le crypter, كيعطيني la même taille, quelle que soit la taille ديال le mot de passe ou le message qui sera fait. Donc le résultat, on aura de même taille. Une infime de modification dans le message d'origine implique le condensat totalement différent. Il change S minuscule avec S majuscule, le message change totalement. Le hachage change totalement comme résultat. Donc on pourra utiliser le condensat comme résumé ou empreinte digitale. Donc dans la sécurité, en général pour les empreintes digitales, on utilise souvent le hachage. Le hachage utilisant MD5 ou autre. Donc voilà, pour assurer l'authenticité et les signatures, là je vous ai montré le message que je l'ai tiré de Wikipédia. On a un message
que Bob va l'envoyer à Alice. Donc il va tirer son condensat, c'est celui-là, le hachage dialogue. Après, il va faire le chiffrement à clé privée. Donc ce message va le crypter. Donc le message sera crypté. Il est différent du hash. هنا كتسمى le cryptage à double doublement ou la double cryptage. Après on a chiffrement on a normalement le chiffrement à clé publique de Alice. Donc il va le crypter à l'aide de la clé publique d'Alice. Il l'envoie. Donc il y a trois étapes. Le hachage, clé privée d'Yellow et clé publique d'Alice. Après, ce message-là, qui a subi 3 changements au niveau de Bob, va le recevoir. Alice va recevoir ce message-là, comme d'autres personnes peuvent recevoir ce message-là, mais seule Alice peut le déchiffrer. Donc comment? Tout simplement puisque il a sa clé privée, d'accord? Il va le décrypter. Donc il va décrypter le premier niveau. Le premier niveau du chiffrement à clé publique d'Alice. Une fois il est déchiffré, il va prendre la clé publique d'Al Bob, il va déchiffrer deuxièmement le même message. D'accord? Il va faire, on l'appelle décondensation pour avoir le message. Là, en général, trois niveaux. Premier niveau, c'est le H. Deuxième niveau, clé privée. Privée de 1. Là, clé publique. Deuxième. 2, ça veut dire client 1, client 2. Très bien. Donc, هنايا كما كتعرفوا في الريزو. Donc on monte et on descend par la suite. Donc la clé publique, son équivalent, c'est la clé privée qui va déchiffrer. Si on chiffre avec clé publique, on va déchiffrer par clé privée et inversement. Et ainsi de suite. D'accord? Donc si on parle d'authenticité, c'est que seule la personne qui a la clé privée d'Alice est déchiffrée. Par contre, la clé publique, normalement, on peut le mettre dans l'internet, tout le monde peut l'avoir. D'accord? Et voilà. Donc, on a l'importance de la clé privée. Donc, c'est la source et à la source de toutes les interactions d'un individu avec la blockchain. Donc, il est obligatoire, ceux qui vont travailler avec ce qu'on appelle la clé privée, doivent le maintenir et personne ne doit voir normalement notre clé privée. Donc, la clé publique est calculée à partir de la clé privée. La création de transactions ou d'opérations dans la blockchain est soumise à l'utilisation de la clé privée. La clé privée est en quelque sorte l'identité numérique d'un individu. Donc, كل واحد غيكون عنده واحد la clé pour l'identité ديالو pour le chiffrement et déchiffrement ديال في الكريبتوموني. Donc, il y a un exemple de crypto-monnaie utilisé par le Bitcoin. Ça, c'est un exemple.
On l'appelle ETC SEC ou la SECP 256 K1. D'accord. Tout ça, c'est la clé publique. Donc, voilà. Donc, l'usage de la clé publique, il sert à toutes les communications avec une identité. La distribution de la communication, ou la distribution et communication est critique et ne doit pas avoir d'erreur de copie. Donc, il ne faut pas faire des erreurs au moment de faire de copie. Voilà. Donc, je pense, je vous donne un peu de temps pour si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, ok, donc il ne reste pas beaucoup. Cette séance-là. Et là, on va passer directement vers ce qu'on appelle comment ils font les transformations de la clé publique en adresse Bitcoin. Donc, peut-être هنايا منين خديت l'information. Donc voilà. Donc هي دي. Donc هناك ils utilisent elliptic curve public key to Bitcoin address conversion. يعني la conversion من elliptic curve to BTC address conversion. Là, bien sûr, parmi les points essentiels qu'il faut prendre note pour la semaine prochaine, parce que comme tu vois normalement elliptic curve, parce qu'on dit une petite recherche sur elliptic curve. On discutera de la totalité en détail. On a bien sûr qui est de public key, on a x ou y qui يزيد واحد 1 ici. وهنايا كيديروا واحد الكونفيرسيون ديال 32 بيت. هنا 32 بيت على 32 بايت ça veut dire 32 octets pardon. وهذه 32 octets pour la x et l'autre pour la y. Et après ils vont faire واحد الhashage utilisant RipMed 160 et SHA-256. Donc là كيديروا واحد deux signatures en parallèle en même temps, يعني RipMed ou SHA-256. Et après, ils vont trouver, ils vont recevoir le message en 20 bytes. Et هنا كتلقاو واحد الكوداج ديال 1 par exemple. Et par la suite, هنا كيزيدوا يزيدوا واحد SHA-255 et SHA-255 pour avoir واحد checksum 32 bytes. Et ainsi de suite. Donc par la suite, هنا كيلقاو le message ديال l'adresse ديال Bitcoin address conversion هو هذا. دونك هذه حتى تشوفوها تقراو عليها شي شويه نورمالمون هنا و en même temps تقراو على الelliptic curve. هنا غتقلبوا على elliptic curve. d'accord elliptic curve تشوفوها elliptic curve je pense مازال ما شفتوها هي هذه. Donc vous essayez de comprendre un peu le concept pour en discuter la semaine prochaine. Normalement, voilà, il y a la fonction de il suit la fonction de y au carré est égal à x cube plus ax plus b. Voilà. Sur ce, je pense que on doit la prochaine fois. On aura les clés et les adresses يعني le chiffrement كيفاش كاين. وهنا نهضروا على الايثيريوم و les autres يعني les autres crypto-monnaies. Donc à la semaine prochaine inchallah. Comme ça on va détailler tout ça.
Donc voilà. Donc je vais arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, très bien. Donc je vous souhaite bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.